Chaque année, des milliers de jeunes diplômés ambitieux rêvent de faire carrière dans les plus grandes entreprises de conseil ou de banques d'investissement. Et parmi elles, il y a une entreprise qui les domine toutes. Goldman Sachs. Goldman Sachs restera un endroit compétitif où l'on travaille dur et où les efforts sont largement récompensés. Obtenir un emploi chez Goldman Sachs promet aux jeunes diplômés du pouvoir, du prestige et de la richesse très tôt dans leur carrière. Et cela leur permet également de travailler où ils le souhaitent par la suite. Goldman Sachs représente le summum du prestige pour les jeunes ambitieux de la finance, mais le statut et l'argent que l'on peut gagner chez Goldman exigent de nombreux sacrifices. La société était connue pour ses longues heures, sa culture toxique et des médecins sollicitant des solutions à 3 heures du matin. Des analystes ont déclaré « J'ai constamment mal physiquement et mentalement, je suis dans un endroit très sombre. Les foyers d'accueil, c'est encore pire. » Si vous êtes déjà confronté à ce genre de situation en tant qu'analyste débutant, vous pouvez imaginer ce que c'est pour un cadre dirigeant. Néanmoins, les jeunes rêvent de devenir directeur général plus tard dans leur vie. Seuls quelques-uns y parviennent. Et pour ceux qui y arrivent, c'est un combat difficile dans n'importe quelle entreprise. Encore plus dans une entreprise composée uniquement de personnes très performantes et de véritables surdoués qui ont toujours fait partie du top 1% toute leur vie. Voici David M. Solomon, l'actuel directeur général de Goldman Sachs, qui a non seulement réussi dans cet environnement hyper compétitif, mais a aussi surpassé ses collègues dans une lutte pour gravir les échelons de l'entreprise et s'imposer comme le primus inter pares dans un bassin rempli de requins. David était autrefois un jeune gorille inexpérimenté. Je pense que cela vient du fait que je me regarde, je réfléchis à moi-même et à ma façon d'être. J'étais plutôt un suiveur. David a prospéré dans l'entreprise la plus hostile du monde et a multiplié son salaire de départ, qui n'était que de 22 500 $ par 1555 pour atteindre plus de 35 millions de dollars, devenant ainsi un véritable dos argenté. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment il a réussi à partir de rien et à devenir le leader de la banque d'investissement la plus prestigieuse, tout en utilisant prétendument son influence pour être DJ lors des plus grands festivals et en provoquant pas mal de controverses. Comme un vrai as de la finance, David Michael Solomon est né en 1962, alors qu'il était encore jeune, à Harsdale, une petite banlieue de New York, à moins de 50 km de l'endroit où il régnera sur le monde dans les années à venir. David grandit dans des conditions favorisées de classe moyenne, avec un père vice-président exécutif d'une petite maison d'édition et une mère superviseuse en audiologie. Tous deux sont une grande source d'inspiration et de motivation pour lui tout au long de sa carrière. Il y a beaucoup de choses concernant ma motivation et ma détermination qui viennent clairement de ma mère. Il fréquente le lycée Edgemont Junior Senior High School, pas vraiment un lycée dont vous devez vous souvenir, sauf pour le fait qu'il est également fréquenté par ce gueule, Greg Lippmann de la Deutsche Bank, dans le film The Big Short. Grande ou petite banque, j'aime gagner de l'argent. Sa mère veut qu'il réussisse et le pousse à étudier dur pour devenir médecin, acceptant finalement une vie de classe moyenne dans une profession respectée. David n'a aucune ambition de faire carrière dans le domaine médical, mais il n'a pas non plus d'autres projets. Il rejoint le collège privé Hamilton en 1980 et préside la fraternité sociale Alpha Delta PHI. Il est célèbre pour ses anciens élèves, notamment par exemple John Davison Rockefeller Jr., O.J. Simpson et Theodore Roosevelt. Pendant l'été, il fait ses premiers pas dans la finance en travaillant pour Merrill Lynch. Finalement, il obtient une licence en sciences politiques et en gouvernement et prévoit de devenir avocat. Mais il suit ses amis et se retrouve par hasard dans le monde de la finance. J'étais ici à New York en tant que téléprospecteur et j'y ai passé mon été. J'avais une liste, c'était une liste de codes postaux et je devais passer 100 appels à froid par jour à partir de cette liste pour essayer de convaincre les gens d'ouvrir un compte chez Merrill Lynch et je l'ai fait pendant 8 semaines. Je passais 500 appels par semaine et j'ai obtenu 2 rendez-vous et ouvert un compte et ils ont dit que c'était un grand succès. Mais quand on y pense, vous savez, quand on y pense, on pense à un été éprouvant. Et je me souviens, après la première semaine, je suis rentré chez moi et j'ai dit à mon père, je ne peux pas faire ça tout l'été. Et il m'a dit, si,
tu peux. Tu t'es engagé à le faire, tu sais, trouve un moyen d'en faire un jeu, rends ça plus excitant. En fait, ça a été une super expérience car j'ai appris qu'on pouvait appeler n'importe qui. C'est devenu un jeu de voir combien de temps tu pouvais le garder en ligne, mais c'était brutal. À ce stade, il est toujours un chimpanzé perdu qui n'a aucune idée de ce qu'il veut faire. Je pense que cela vient du fait, et c'est intéressant car en me regardant et en réfléchissant à moi-même, j'étais plutôt un suiveur. Mais ça va bientôt changer. Bien que la finance ne soit pas aussi prestigieuse à l'époque qu'elle l'est aujourd'hui, de nombreux diplômés tout juste sortis de l'université rêvent en grand et veulent réussir à Wall Street. David en fait partie. Il est motivé par l'idée de gagner un tas d'argent et de vivre dans la capitale du capitalisme. Ainsi, il s'adresse à la seule organisation qui pourra être à la hauteur de ses rêves. Il postule pour un poste de 2 ans dans le nouveau programme d'analyse de Goldman et il est refusé. Il décide d'accepter n'importe quel emploi dans la banque qu'il peut obtenir et rejoint Irving Trust, une banque commerciale de second plan dont personne n'a vraiment entendu parler. Il ne lui verse que 25 000 $ par an, loin des gros salaires des grands groupes auxquels il aspire. Fais monter ces chiffres. Ce sont des chiffres de débutant. Ensuite, on réessaiera. Mais David se rend vite compte que, pour mettre un pied dans le monde de la finance, il faut aller dans une école de commerce et obtenir un MBA, un master en administration des affaires. Rien dont tu as besoin de nos jours, mais il décide de suivre ses amis une fois de plus, lors d'une soirée spéciale. En 1968, David Salomon est approché par le chasseur de tête new-yorkais Gary Goldstein au sujet d'un éventuel entretien pour un poste dans la banque d'investissement. Drexel Burnham Lambert. Il m'a parlé 20 minutes et a dit « Je dois te présenter à quelqu'un ». Il voulait me présenter à Drexel Burnham. À la fin des années 1980, Drexel Burnham est une entreprise prospère vendant des obligations à haut rendement. Aujourd'hui, elle serait probablement classée aux côtés des grandes banques comme Morgan Stanley, JP Morgan ou Goldman Sachs. À l'époque, Drexel Burnham Lambert était une entreprise qui formait les futurs giga-Chad. Des personnalités célèbres comme Léon Black, le cofondateur de la société de capital investissement Apollo Global Management, Richard Handler, l'actuel directeur général de Jefferies, et bien d'autres encore, y ont travaillé au début de leur carrière. Après avoir parlé au chasseur de tête pendant 20 minutes, l'affaire est réglée. David est maintenant en voie de devenir ce qu'on appelle un vendeur de papier commercial, essentiellement responsable de la vente d'instruments de dette émis par de grandes entreprises. Tout bon vendeur possède 2 qualités essentielles, la patience et d'excellentes compétences en communication. Et alors là, il savait vraiment vendre. Après une formation spéciale en crédit d'entreprise, il se révèle doué et s'intègre parfaitement à la culture de travail agressive de cette société de banquiers avides. Et ça a tout simplement marché et j'ai vraiment bien réussi. Très tôt, David a l'occasion de travailler directement avec le directeur général, Michael Milken, et d'apprendre de lui. Michael lui-même est un vrai prodige de la finance. Pionnier des obligations, il a fini en prison après avoir plaidé coupable à 6 chefs de fraude sur les valeurs mobilières. Mais ce n'est pas tout. Il a dû payer une amende gigantesque de 650 millions de $. Du vrai matériel Bateman. Juste là. David apprend plus que ce qu'il aurait pu apprendre dans n'importe quelle autre entreprise à cette époque, concluant affaire sur affaire, travaillant pour un acteur majeur du secteur. Tout va parfaitement bien pour notre aspirant d'eau argentée, mais cela ne va pas durer longtemps. Chaque fois que la cupidité augmente et que de plus en plus de personnes commencent à affluer dans une niche, cela finit par éclater. C'est précisément ce qui est arrivé aux jetons non fongibles depuis début 2022. Les entreprises technologiques du début des années 2000 et le marché des obligations à haut rendement de la fin des années 80 et du début des années 90. Nous connaissons tous les obligations. Tu les donnes à ton gamin morveux à 15 ans. À 30 ans, il gagne peut-être 100 $. Ennuyeux. Wall Street se moque des faibles rendements sur leur capital investi, d'où les obligations à haut rendement. Au lieu de prêter notre argent à une entreprise conservatrice qui rembourse toujours ses dettes à temps et donc ne paie que des rendements très faibles, on pourrait aussi le donner à une entreprise en développement financièrement instable ou à un pays et leur demander de payer un rendement plus élevé pour recevoir notre financement. Au lieu du rendement habituel de 2% environ, on peut aller bien au-dessus de 10, 15 ou même 20%, selon à quel point la crédibilité de l'émetteur est mauvaise. D'où le nom d'obligation pourrie. Au cours des années 80, le marché connaît une croissance de plus de 34% par an.
faisant passer l'ensemble du marché de seulement 10 milliards à un impressionnant 189 milliards en 1989. Mais finalement, la musique s'arrête. Michael Milken et d'autres banquiers de Drexel Burnham ont utilisé des obligations pourries pour financer leurs paris spéculatifs en capital investissement et des rachats à effet de levier risqués. Cela signifie qu'ils ont contracté beaucoup de dettes coûteuses pour racheter d'autres entreprises, les ont optimisées puis les ont revendues à un prix plus élevé. Essentiellement, ils essayaient d'imiter KKR. Finalement, le système s'est effondré en 1990, ce qui a conduit Drexel à enregistrer une perte d'exploitation de 40 milliards de dollars américains. La première depuis la création de l'entreprise, 54 ans plus tôt. Milken est accusé de délit d'initié et de racket. En 1990, après avoir plaidé coupable à des charges moindres, il a été condamné à une amende de 600 millions de dollars et a dû passer 10 ans en prison. En février 1990, Drexel a dû se placer sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites pour se restructurer. La Réserve fédérale de New York et la Securities and Exchange Commission leur ont infligé une amende de 650 millions de dollars pour 3 chefs de dissimulation d'actions et 3 de manipulation de titres. C'était la première société de Wall Street à être contrainte à la faillite depuis la Grande Dépression, laissant David Solomon exactement là où il a déjà été, sans emploi et au plus bas. Mais David Solomon est un jeune homme intelligent qui sait comment tirer parti des connaissances acquises chez ses anciens employeurs pour surmonter les défis à venir et passer au niveau supérieur. Oui, j'ai beaucoup appris sur ce qui peut mal tourner dans une entreprise de services financiers. En 1991, il fait un court passage chez un autre géant de Wall Street, Solomon Brothers, cette fois en tant que vice-président. Solomon est aussi l'endroit où un autre géant de la finance fait ses armes. Michael Bloomberg, le créateur du célèbre terminal Bloomberg que nous avons également présenté sur cette chaîne. Après avoir dominé le monde des affaires, Michael poursuivra une carrière en politique, influençant indirectement le parcours de David. Mais revenons au frère Solomon. Mais il s'avère que ce n'est qu'un autre trou à rats sur le point d'imploser dans les prochaines années à cause de la manipulation des bons du Trésor américain. Encore une fois, à la recherche d'un emploi, il décide de devenir directeur général du groupe des faillites et des obligations à haut rendement, chez Bear Stearns. À l'époque, Bear Stearns essaie de se faire un nom et de devenir le prochain grand géant de Wall Street. Ce qui, je pense, mérite qu'on s'y attarde un instant. Parce que Bear Stearns était une entreprise assez importante, comme Goldman Sachs, mais c'était une entreprise qui se battait pour exister. Mais elle avait une bonne réputation et c'était vraiment, vous savez, une véritable méritocratie. La personne qui produisait ou avait de l'impact, vous savez, montait très rapidement dans cette organisation et moi, j'y ai vraiment prospéré. Ce n'est pas encore le prochain Goldman, mais ça essaie clairement d'atteindre ce statut. Assez curieusement, en 2008, Bear Stearns va figurer sur la longue liste des banques et des sociétés d'investissement qui ont fait faillite. Je me suis retrouvé chez Bear Stearns sans direction claire. Il y a un dicton à Wall Street attribué au baron Rothschild qui dit qu'il faut investir quand il y a du sang dans les rues. Bear Stearns a décidé de faire exactement cela pour se préparer à de gros profits lors de la prochaine reprise du marché. Le secteur de l'épargne et du crédit faisait faillite. Mais vers 1991, 1992, vous savez, tout cela a commencé à s'inverser et le marché des obligations pourries a vraiment décollé. Nous avons bâti une grande entreprise chez Bear Stearns et, au milieu des années 1990, nous étions tous deux au comité de direction de 10 membres. Nous faisions partie des 10 personnes clés dirigeant l'entreprise. J'avais 33 ans, donc je pensais vraiment que j'allais rester chez Bear Stearns pour toujours. Très jeune, j'étais déjà dans une position où j'avais une grande carrière là-bas. David gravit vite les échelons, devenant co-responsable de la banque d'investissement en 1995, seulement 4 ans après avoir rejoint l'entreprise. Ce poste exige à nouveau de grandes compétences en négociation, un domaine que David connaît bien. Pendant son passage chez Bear Stearns, il supervise de nombreuses transactions, mais aucune n'est aussi cruciale pour sa future carrière que l'accord de l'hôtel vénitien à Las Vegas. Sheldon Adelson, propriétaire de la 3e plus grande société de casinos au monde, cherche à construire un nouveau casino sur le strip de la ville du péché. Celui-ci est censé être inspiré de Venise
et attirer de nombreuses personnes dans ses salles de jeux animés. Adelson est un entrepreneur, comme vous pouvez l'imaginer, ayant emprunté 200 $ à son oncle à l'âge de 12 ans pour acheter les droits de vente de journaux à Boston. Ayant lancé d'innombrables entreprises au cours de sa vie, il amasse des milliards et des milliards. La peur. La peur est une crêpe. Ils concluent des affaires ensemble depuis plusieurs années. À ce stade, il y a du sérieux qui se prépare à chaque fois que les deux hommes se rencontrent. Lorsqu'Edelson cherche à financer son dernier projet en 1995, David et son équipe chez Bear Stearns s'imaginent déjà en train de célébrer un énorme méga contrat de plus d'1 milliard $. Mais un nouveau concurrent cherche à s'imposer dans ce domaine. Goldman Sachs, dirigé par John Winkle Reed, qui deviendra plus tard le coprésident de Goldman Sachs. L'équipe de nouveaux venus se comporte comme des loups affamés à la poursuite de leur dîner. Comme beaucoup d'étudiants et d'aspirants financiers aujourd'hui, Edelson admire cette légende de Wall Street et est enthousiaste à l'idée de faire affaire avec eux. Malheureusement, cela signifie que, malgré leur historique de transactions précédents, Sheldon Adelson décide de finaliser le financement avec Goldman. Après d'innombrables heures de négociations, David est évincé de l'affaire. Malgré la perte du contrat, les conséquences de l'accord s'avèrent plutôt positives pour David. Vous voyez, il y a généralement deux façons d'obtenir un emploi dans l'une des entreprises de premier plan dans ce jeu. Soit votre père joue au golf avec un cadre de l'entreprise, soit vous êtes un génie du réseautage avec plus de contacts LinkedIn que n'importe quelle personne saine d'esprit. Et vous passez des centaines d'heures à vous préparer pour l'entretien. Mais pour les gens travailleurs comme nous, les psychopathes, il existe une troisième voie. Prouver ta putain de valeur en bossant comme un malade et en livrant des résultats de façon constante. En tant que futur dos argenté, David tombe dans cette dernière catégorie. Tu te souviens de John Reed ? Malgré sa défaite lors de la compétition pour l'hôtel vénitien, ce gentleman est plutôt impressionné par les capacités de David. Et à la fin de tout ça, John Winkle est revenu vers moi et m'a dit « Tu sais, tu devrais venir chez Goldman Sachs. » David est stupéfait, une offre de Goldman Sachs. Il a déjà accompli plus que la plupart des autres personnes travaillant dans la finance n'accompliront jamais. Mais accepter cette offre lui donnera le droit d'accomplir encore plus. En fin de compte, cela lui permettra de devenir le directeur général de l'entreprise la plus prestigieuse du monde, de la banque d'investissement. Mais accepter cela signifie aussi quitter son poste actuel de co-responsable de la banque d'investissement et accepter un rang inférieur chez un nouvel employeur. La plupart des gens pensent qu'il est fou rien que d'y penser. Avec le recul, c'est facile à comprendre. À l'époque, je pense que les gens trouvaient ça choquant quand tu as décidé de quitter Bear Stearns. Les gens chez Bear Stearns étaient choqués. Alors comment seulement j'étais choqué? Mais David n'est rien comme les bêtas qui l'entourent. Ambitieux comme il l'est, il réalise l'opportunité qui s'offre à lui pour vraiment réussir, alors il fonce. J'ai dit, si ma carrière prend cette direction, pourquoi ne pas jouer pour les Yankees ? David est maintenant prêt pour l'une des carrières les plus prometteuses de Wall Street. Gravir les échelons pour finalement devenir directeur général est le rêve de nombreux jeunes ambitieux. En gravissant les échelons un à un, on leur promet encore plus d'argent et de prestige que ce que leur offrait le poste précédent. Mais plus vous montez, plus vos collègues deviennent sournois, car tout le monde veut être promu, ce qui rend l'obtention de la promotion mythique encore plus difficile. Chez Goldman Sachs, vous commencez généralement en tant qu'analyste, et vous êtes promu associé après environ 2 ans. Après 5 à 6 ans, vous avez la possibilité d'être promu vice-président ou directeur exécutif. Jusqu'à présent, il vous suffit essentiellement de travailler assez longtemps pour l'entreprise et de ne pas faire de bêtises pour être promu. Mais cela change une fois que vous avez résisté à toute la pression et que vous êtes prêt pour le niveau suivant. Devenir directeur général, ce qui n'est possible que tous les 2 ans. À ce stade, il faut vraiment vous battre pour la promotion. L'entreprise n'a aucune obligation de vous promouvoir et a déjà beaucoup de candidats. Mais si vous êtes retenu, vous ferez l'objet d'un examen approfondi. Votre capacité de leadership, votre réputation, votre adéquation avec la culture et les valeurs de l'entreprise, mais surtout votre capacité à conclure des affaires pour faire gagner de l'argent à la société. Si vous tenez bon contre vent et marée et que vous arrivez jusque-là, félicitations. Mais maintenant, il voudra aller encore plus loin. Cela signifie devenir associé directeur général, ou PMD, qui est simplement le nouveau terme pour associé. Après que GS soit devenu public en 1999, un groupe sélectif de moins de 100 personnes est promu à ce niveau tous les 2 ans, à l'échelle mondiale. La concurrence pour l'un de ces postes est plus que simplement hostile.
il serait plus facile de survivre dans un bassin de requins. Mais si vous arrivez jusque-là, vous êtes récompensé par une compensation financière et des contrats, rapportant facilement plusieurs millions de dollars par an. Je ne l'ai pas dit à ma femme, mais devenir associé a été le plus beau jour de ma vie. Parce que David a été recruté par John Reed-Winkle, il peut passer outre tout ce processus et rejoindre Goldman Sachs en tant que co-responsable de l'activité de prêt à haut rendement et des prêts à effet de levier et devenir directement associé. C'est quoi ce bordel? Pourquoi est-il associé sans rien avoir fait pour la société? Tout le monde n'est pas content de cette nouvelle embauche. Imagine être un directeur général loyal, viser la prochaine promotion, mettre le travail en priorité et se démener pendant toutes les années où tu as travaillé chez GS. Juste pour perdre ta place parmi les associés au profit d'un inconnu dont tu n'as jamais entendu parler, c'est exactement comme ça que beaucoup le voient au début. Un étranger. Mais David parvient à justifier son rang et à se frayer un chemin à travers de nombreux postes au cours des années suivantes. En commençant comme responsable mondial du financement, il est nommé au comité de direction en 2004 et il est promu co-responsable de la division banque d'investissement en 2006. Sa mission est d'attirer un maximum de clients recherchant un financement. Dans la perspective de transactions lucratives, les banquiers sont prêts à tout pour convaincre une entreprise de devenir leur nouveau client. Par exemple, en 2007, le détaillant canadien de vêtements de sport Lululemon Athletica cherche des banques pour financer son introduction en bourse. Souscrire à une introduction en bourse peut être très rentable si la demande pour l'action est suffisante. Toutes les grandes banques de Wall Street sont en concurrence pour cette affaire. UBS fait faire du yoga à 75 de ses banquiers à Central Park, habillés avec des vêtements de la marque, mais Goldman finit par les surpasser en faisant porter des vêtements Lululemon à ses banquiers lors de leur réunion avec le conseil d'administration. Quand David s'y rend, il porte une veste bordeaux et un pantalon de survêtement, les convainquant de finaliser leur introduction en bourse avec Goldman Sachs. Pendant cette période, il commence à s'intéresser au DJing après avoir parlé avec Paul Oakenfold dans un bar à Los Angeles. Ce qui commence comme un passe-temps le week-end devient ensuite une habitude régulière de mixer dans de petits clubs de l'East Village. Jusqu'à présent, il parvient à rester plus ou moins discret et à simplement s'amuser. Après avoir occupé son poste de co-responsable de la banque d'investissement pendant plus de 10 ans et avoir patiemment attendu la prochaine promotion, il est élu président et co-directeur des opérations. En janvier 2017, il a même refusé une offre de Sheldon Adelson pour devenir le directeur général de la société Las Vegas Suns. David est sûrement honoré, mais il ne veut pas quitter l'entreprise à laquelle il consacrera probablement le reste de sa vie. La plupart des gens ne seraient jamais allés aussi loin que lui. En travaillant aux côtés du directeur général de l'époque, Lloyd Blankfein, beaucoup diront qu'il a déjà réussi. Cependant, David veut encore obtenir le dernier soupçon de prestige, en devenant le roi d'un géant de Wall Street. En octobre 2018, son rêve tant attendu est enfin en train de devenir réalité. C'était une surprise, comme Lloyd en a l'habitude. C'était un jeudi après-midi, il y avait une salle de conférence à côté de son bureau et mon bureau était à côté de la salle de conférence. Et quand Lloyd voulait me parler, il avait tendance à faire, il disait simplement « David ». Et on pouvait l'entendre depuis son bureau, dans le couloir, jusque dans mon bureau, où quelqu'un qui était assis, l'un des assistants disait « David, Lloyd veut te parler ». Alors, tu sais, j'allais en trottinant jusqu'à son bureau et j'entrais. Et il disait « J'ai travaillé avec le conseil d'administration et pris une décision. Tu seras le prochain à diriger Goldman Sachs. Je vais avoir une conversation avec Harvey. Et je ne sais pas exactement quand, mais c'est bientôt, pas dans longtemps. Je voulais juste te dire que tu seras le prochain directeur général de Goldman Sachs. » Il l'a fait. Après avoir passé plus de 15 ans dans l'entreprise, David est enfin au sommet. Littéralement au-dessus de tout le monde dans le monde de la finance. Ce qui lui confère un statut de mâle alpha absolu. Mais l'histoire n'est pas encore terminée et il y a quelques controverses à venir. Comme beaucoup de membres du club des 0,1%, David a un faible pour les vins exquis. Au cours de son ascension, il a amassé une collection de vins bruts valant plusieurs millions de dollars. Entre 2014 et 2016, l'assistant personnel de la famille à l'époque a volé plus de 500 bouteilles d'une valeur de plus d'1 million de dollars, dont 7 bouteilles de domaine de la Romanée Conti, que Salomon avait achetées pour plus de 130 000 dollars. Lorsque lui et sa femme découvrent ce qui se passe,
Ils exigent que l'assistant rembourse une partie de l'argent. Effrayé après s'être fait prendre, l'assistant quitte le pays et voyage autour du monde jusqu'à ce qu'il soit arrêté après avoir atterri à Los Angeles le 16 janvier 2018. Le jour du procès en octobre, il se suicide en sautant du 33e étage de l'hôtel Carlyle, quelques jours après que David ait été officiellement promu président de Goldman Sachs. Dans les années qui suivent, David apporte des changements assez importants à l'entreprise pour la préparer à l'avenir. La fameuse enquête sur les conditions de travail, divulguée en février 2021, décrit comment les analystes de première année se sentent après avoir rejoint Goldman Sachs. Les analystes déclarent « Mon corps me fait constamment souffrir et mentalement, je suis dans un endroit très sombre. J'ai été placé en famille d'accueil et on peut dire que c'est encore pire. » Alors que David veut briser cette culture bancaire traditionnelle des semaines de travail de 100 heures et des codes vestimentaires stricts, ses employés ne semblent pas l'avoir remarqué. J'ai dit de retourner travailler et de simplement profiter du fait que vous avez ce moment dans le système solaire où tout fonctionne. Alors, tu sais, profite un peu du voyage. David est apprécié par les actionnaires, mais détesté par les employés. Pendant l'enquête, de nombreux talents de haut niveau, y compris la plupart de ceux qu'il a promus comme directeur général, quittent la banque. On pourrait dire que tout empire depuis qu'il a terminé le jeu principal et qu'il a commencé à s'attaquer aux quêtes secondaires. Également connu sous le nom de développer en parallèle sa carrière de DJ, en 2018, il a commencé à publier officiellement une reprise de la chanson Don't Stop de Fleetwood Mac sous le pseudonyme DJ D-Soul. Il a ensuite publié 12 autres chansons au cours des années suivantes, dont 4 sont sorties en 2022. Pour certains, sa carrière musicale a toujours été une épine dans le pied, mais jamais autant que cette année. Après être apparu dans des festivals comme Lollapalooza et avoir utilisé les jets privés de l'entreprise pour s'y rendre, il fait face à de plus en plus de critiques. Certains investisseurs et employés s'inquiètent qu'il se préoccupe davantage de développer sa marque personnelle que de gérer l'entreprise. Savoir si ces préoccupations sont justifiées dépasse le cadre de cette vidéo. Malgré toutes les controverses qui l'entourent, David est un excellent exemple de la façon dont même un chimpanzé à première vue peut devenir un dos argenté s'il fournit le travail et les efforts nécessaires pour réussir. Partant de débuts modestes, il a prouvé sa valeur auprès des employeurs tout au long de son parcours, jusqu'à finalement atteindre ce dont la plupart des gens rêvent toute leur vie. En tant que l'un des vendeurs les plus légendaires de Wall Street, il a vu et vécu beaucoup de choses. Avec un état d'esprit à la Patrick Bateman, il a prospéré dans la banque la plus hostile que l'on puisse trouver n'importe où dans le monde, pour finalement en devenir le directeur général. Nous ne savons pas ce qui va arriver ensuite, mais peut-être qu'il va quitter Goldman pour poursuivre sa carrière de producteur de musique à plein temps. Ou bien il suit l'exemple de Michael Bloomberg et devient le maire de New York, essayant de devenir président des États-Unis à l'avenir.